Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h43, vos journaux reviennent tous très largement sur la primaire populaire. J'ai par exemple sous les yeux Le Parisien pour Christiane Taubira, vainqueur donc de cette primaire populaire. Le plus dur commence, victorieuse sans surprise de la primaire populaire. L'ex-garde des Sceaux va tenter de faire l'union de la gauche, mais tous les autres candidats en lice lui ont déjà adressé une fin de non-recevoir. Pour évoquer cette primaire populaire, ses objectifs, son histoire, nous sommes en compagnie d'un politiste, Rémi Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. On vous doit notamment les mots des partis aux presses universitaires du Midi. Et puis à côté de vous, Dominique Méda, bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez notamment publié avec Éric Heyer et Pascal Loquiec Une autre voie est possible vers un modèle social écologique, et c'est en poche chez Champ Actuel. Mais alors, puisqu'une autre voie est possible, eh bien cette autre voie, c'était aussi ce que cherchait cette primaire populaire. Il est peut-être utile, Dominique Méda, de nous rappeler comment celle-ci s'est constituée, quels étaient ses buts originels. Racontez-nous. Alors, en effet, j'ai envie de dire que je suis un peu témoin de toute cette affaire, puisque j'ai été la première marraine, chronologiquement, avec Abdenour Bidar, en février dernier, il y a un an, de cette primaire populaire. Un groupe de jeunes gens et jeunes femmes, évidemment, est venu me rencontrer. Donc, c'était des jeunes qui travaillaient dans le mouvement Les Rencontres des Justices, qui avaient préparé un programme, qui étaient inquiets de la situation, inquiets de la fragmentation et inquiets du fait qu'on ne s'occupe pas suffisamment des questions liées au climat. Par exemple, Mathilde Imer, l'une de ces personnes, avait travaillé beaucoup dans la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, ils étaient véritablement dans un état très, très sérieux, très grave. Voilà. Et ils m'ont exposer leur projet. Leur projet, c'était faire travailler ensemble tous les courants de la gauche et de l'écologie pour les rassembler et surtout faire un travail programmatique pour essayer de faire se rassembler précisément tous ces courants. On était donc en février. J'ai trouvé que c'était enthousiasmant. Ils m'avaient proposé de présider le mouvement, ce que j'ai refusé parce que je pensais que ce n'était pas à moi de le faire et puis voilà, je n'avais pas la disponibilité nécessaire. C'est donc l'une d'entre eux et elle qui ont exercé cette présidence et le mouvement a démarré ainsi. Il y a eu peu à peu de plus en plus de soutien. Et si vous voulez, le point que je voudrais souligner deux points. Premièrement, on parle aujourd'hui de manipulation, on dit que par exemple Christine Taubira était là depuis le début, etc. Il n'était pas du tout question de Christine Taubira à l'époque. Et surtout, l'autre point que je voudrais souligner, c'est qu'il s'agissait vraiment d'un travail programmatique et le groupe s'est mis au travail, a rédigé un socle commun avec les partis. Les partis étaient là, il y a eu un conseil des partis, les gens travaillaient ensemble, c'était absolument... Voilà, j'ai pu assister à l'ensemble des séances et c'était absolument passionnant. Alors vous savez qu'il y a une petite dispute là-dessus, est-ce que les partis l'ont validé ou pas validé? Alors c'est juste, les partis ne l'ont pas validé. Il n'empêche que les discussions étaient passionnantes, que les positions n'étaient pas si éloignées que ça et que c'était un travail qui devait absolument être fait. Mais Dominique Méda, il y a un an, si les organisateurs de cette primaire avaient considéré, par exemple, qu'il n'y avait pas assez de place, je ne sais pas, pour les questions du climat, par exemple, pourquoi ne pas le faire au travers du parti vert ou d'utiliser tout simplement une structure préexistante? Mais parce que c'était bien précisément le problème. Le problème, c'est qu'il y avait alors j'allais dire une mosaïque, pas une mosaïque, il y avait en effet plusieurs partis dont on sentait qu'ils allaient évidemment vouloir pousser leurs idées, ce qui était tout à fait naturel. Mais nous, notre ambition, c'était réellement qu'il n'y ait à la fin qu'une seule candidate ou qu'un seul candidat porteur d'un programme, et c'est ça qui était quand même très original. C'était l'idée qu'une fois que les différents partis courants se seraient entendus sur un programme, alors la question du choix de la personne deviendrait d'une certaine manière marginale. Alors pas complètement parce qu'on est dans la Ve République, que la personnalisation, Rémi Lefebvre nous l'explique très bien, est importante. Donc voilà.
Pour moi, l'essentiel, c'était ça, faire un travail programmatique et sans doute, faire travailler ces différents courants de la gauche et de l'écologie ensemble, ce qui finalement n'est jamais arrivé, un travail réel, un rapprochement, peut-être une discussion sur les désaccords passés, parce qu'il y a énormément de désaccords, comme on le sait. Voilà, il s'agissait vraiment de faire ça. Et ça, eh bien, j'ai envie de dire, en effet, c'est un échec. Nous avons échoué à faire cela. Rémi Lefebvre, votre point de vue justement sur cette entreprise, les raisons pour lesquelles il y a un an, un certain nombre de militants de gauche ont eu ce sentiment d'insatisfaction vis-à-vis des partis. C'est une démarche très intéressante. C'est effectivement une démarche citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut l'inscrire aussi dans dans de nouvelles émergences de dynamiques hors des partis, qu'on voit de manière assez différente, qu'on a vu au moment des élections municipales avec les listes citoyennes, qu'on avait déjà vu. Ça s'appelait la primaire.org. Il y avait un précédent. C'était en 2017. C'est-à-dire des citoyens qui s'immiscent en fait dans le jeu partisan, qui le contestent, qui estiment être porteurs d'une légitimité issue de la société civile et qui vont s'appuyer, alors qui sont très souvent évidemment, c'est le cas de la primaire populaire qui est quand même la sociologie des membres fondateurs de la sociologie populaire est tout à fait intéressant. Donc c'est un milieu issu de la démocratie participative. Mathilde Dimer a fortement été investie dans la Convention pour le climat. C'est un milieu technophile, donc très très proche, qui est très féru de technologies numériques. Et ces technologies numériques sont des outils, on va dire, de désintermédiation. La désintermédiation, c'est cette capacité à court-circuiter en fait les organisations existantes. C'est aussi, et ça c'est très important, des milieux très internationalisés qui vont aller chercher aux États-Unis des modèles, des bonnes pratiques. Et donc, il y a eu le mouvement Sunrise, dont s'inspire beaucoup la primaire populaire. Il faut nous présenter ce mouvement Sunrise. Qui est un mouvement, en fait, alors qui est une des sources d'inspiration de la primaire populaire, parmi d'autres, parce que la primaire populaire s'inspire aussi beaucoup de tout ce qui a été fait autour de Bernie Sanders, des mouvements de fundraising, c'est-à-dire la capacité, en fait, à utiliser à susciter des dons. Alors, le mouvement Sunrise, que je ne connais pas particulièrement, mais que Mathilde Limer a beaucoup, dont Mathilde Limer a beaucoup parlé, c'est un mouvement, en fait, citoyen qui avait contraint, en fait, c'était pas vraiment à être candidat, mais à prendre en compte la problématique environnementale aux États-Unis. C'était une espèce de groupe de pression qui, en fait, pèse sur les partis politiques et qui les amène parfois de manière assez tonique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée du rapport de force. Ça, c'est très important. La culture américaine, issue un peu du community organizing, du rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut peser, il faut que la société civile pèse sur les partis politiques. Donc tout ça, en fait, va créer une dynamique de gens qui sont très futés, qui sont très, très réseaux sociaux, qui vont essayer de faire monter, en fait, une dynamique, qui vont aussi, parce qu'attention, c'est aussi un mouvement militant. Il y a eu des milliers de bénévoles, ils ont fait de la formation localement, c'est-à-dire qu'ils ont préparé leur coup préparé leur démarche, c'est pas péjoratif, au sens où ils savaient qu'à un moment donné, c'est pas simplement programmatique, il y a une dimension programmatique, mais il y a aussi l'idée d'exercer une pression et de lancer une épreuve de force. Parce que c'est ça qui est très intéressant du point de vue de la science politique, cette espèce de lutte de légitimité entre les partis qui ont évidemment des légitimités à faire valoir, mais qui effectivement sont de moins en moins représentatifs, et puis un mouvement citoyen qui, lui, porte un discours de discrédit sur les partis, donc c'est très clair, on l'a vu, ça a été les controverses ces dernières semaines, qui contestent aussi, ça c'est assez intéressant, leur discours sur les primaires, qui contestent les effets délétères des primaires, donc ils ne sont pas non plus dupes sur les effets que les primaires peuvent avoir. Lesquels ? Des effets de personnalisation, de surpersonnalisation, des effets de radicalisation, d'où d'ailleurs l'utilisation du jugement majoritaire, avec cette idée qu'il faut avoir un vote moins polarisé. Voilà, donc du point de vue du renouvellement des pratiques démocratiques, c'est assez passionnant. Alors on va revenir sur ces différents points, parce que c'est quand même paradoxal, Dominique Méda, on a au départ une démarche qui relève du programme. On considère qu'il y a telle ou telle chose qui n'est pas suffisamment présente dans le programme, et finalement, on arrive à quelque chose qui ressemble une fois de plus à une quête de l'incarnation. Alors, je dirais, pour prendre la suite de Rémi Lefebvre, qu'il y avait un double travail. Il y avait donc ce travail programmatique très important qui a été terminé début mai. Et j'avais pas terminé ma petite histoire. C'est que les régionales s'approchant,
ce conseil des partis dans lequel l'ensemble des courants de la gauche et des écologistes étaient représentés, chacun a repris son petit couloir. Toutes ces discussions passionnantes que nous avions eues ont été laissées dans un coin. Alors, elles existent sous la forme du socle commun, mais ils sont partis. Parce qu'en même temps que le travail programmatique, il y avait eu un énorme travail, il y a toujours eu un travail relationnel. C'est-à-dire, pas du tout au début de discrédit sur les partis, mais au contraire, la tentative de ramener les partis. Donc, si vous voulez, des rencontres incessantes, des petites discussions formelles, informelles, avec les membres ou les représentants des partis, pour essayer de les convaincre de venir. Mais ça veut dire, là aussi, pour que l'on comprenne bien, Dominique Méda, que le candidat, la candidate, donc là en l'occurrence Christiane Taubira, qui remporte la primaire, elle se retrouve avec un programme qui lui préexiste. Absolument. En effet, ce qu'on entend, c'est que Christiane Taubira est sans programme. Normalement, ce qui était prévu, en effet, c'est que... alors, ce que nous souhaitions... Le programme, il est fixé. Mais alors, il est fixé... C'est un socle. C'est un socle. Alors, en effet, non, mais c'est un socle. C'est-à-dire que ce qui a été passionnant dans cette construction, c'est qu'on a discuté de très nombreuses mesures. L'idée était de proposer des mesures basculantes, des mesures de rupture. Par exemple par exemple, tout ce qui concerne la République écologique, d'appliquer entièrement les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, en matière démocratique, d'aller vers une 6e République en faisant une convention, beaucoup de propositions sur l'agriculture, donc toute une série de propositions. Très franchement, qui avait été construite à partir, ça aussi c'est très représentatif d'un mouvement citoyen, qui avait été construite à partir de l'existence, c'est-à-dire la primaire populaire avait pris les différents textes de Plus jamais ça, le pacte du pouvoir de vivre, les revendications des Gilets jaunes, tous les programmes qui existaient, en avait fait une sorte de synthèse et l'avait mis à la discussion du Conseil des partis. D'accord ? Donc voilà, il y a eu beaucoup de séances pendant lesquelles les personnes se sont pas du tout d'ailleurs disputés, mais ont creusé un certain nombre de propositions. Par exemple, ce qui existe à la fin, c'est revenu de solidarité dès 18 ans. On sait bien que derrière cette idée-là, il peut y avoir des tas de versions différentes. Mais l'idée, c'était de s'accorder sur un cadre. Rémi Lefebvre, qu'est-ce que ça veut dire un socle programmatique ? Parce que là, les mots ont leur importance. En fait, l'idée de la primaire populaire, c'était d'accréditer l'idée que finalement, il y avait plein de choses en commun chez des candidats qui avaient tendance à, évidemment par des logiques d'appareil, à justifier leur candidature par des vraies divergences idéologiques. Effectivement, quand on regarde ce socle commun, qui est un document qui est présent sur la plateforme de la primaire populaire, on voit bien qu'il y a toute une série d'items, de propositions, comme, je sais pas, l'augmentation du SMIC, comme une réorientation de la politique européenne, ça a été dit par Dominique Méda, la République écologique, les propositions de la Convention citoyenne. Donc il y a effectivement un socle. L'idée de socle, c'est l'idée de ce qui fédère, en fait. Alors, peut-être pour revenir sur cet exercice programmatique préalable, qui est aujourd'hui un peu contesté par les partis politiques, pour avoir un peu suivi les choses sans doute de moins près que Dominique, mais c'est vrai que les partis politiques ont participé à ces fameuses réunions, mais à l'époque, en fait, c'était une manière de donner le change, de donner l'impression, en fait, qu'il ne méprisait pas trop cette démarche, mais pour en avoir discuté avec des représentants, en fait, ils misaient sur le fait que ça allait nulle part, en fait, et donc au bout du compte, ils n'ont pas vraiment validé ce socle, mais pour autant, ce socle, ça m'apparaît une force de la primaire populaire. Ça montre en fait que, effectivement, il n'y a pas que la logique de la bobinette ou du candidat, qui est en fait une espèce de loi d'airain aussi de la 5e République. C'est-à-dire, il faut produire un candidat. La gauche a un problème de candidats, donc il y a cette espèce de mur du premier tour de la 5e République, mais il faut avoir une logique programmatique. Donc il faut avoir une logique programmatique, et c'est vrai que les partis politiques, avec une certaine mauvaise foi, ont balayé cette dimension en réduisant cette démarche finalement à une ingénierie démocratique un peu gadget. Là c'est pas moi qui parle, c'est ce qu'on a entendu, ou favorisant certaines classes sociales plutôt supérieures ou diplômées, ce qui n'est pas faux sans doute. Mais donc voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il faut revenir sur cette dimension programmatique.
programmatique. Quand vous parlez de gadgets, Rémi Lefebvre, l'une des critiques qui a été adressée à la primaire populaire par certains états-majors ou par des militants d'autres partis consistait à dire, voilà, ce n'est pas en cliquant, en votant sur Internet qu'on peut reconstruire la gauche. En réalité, les militants, ils sont là sur le terrain, ils labourent, ils le font depuis de longs mois et cette primaire populaire, elle risque de tout mettre par terre. Oui, alors bon, ça c'est une critique qu'on faisait déjà aux primaires ouvertes quand elles se sont imposées dans les partis traditionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, ce type de démocratie électronique, voilà, attention, c'est comme ça que les Verts ont procédé pour leur propre primaire. C'était pas une primaire, c'était aussi une primaire ouverte à tous. Et donc il y a eu 100 000 participants. Donc en quelques clics, on pouvait aussi voter pour Sandrine Rousseau, Éric Piolle ou Yannick Jadot. Non, je pense que plus généralement, effectivement, ça pose la question de la légitimité d'une démarche citoyenne. C'est-à-dire que par rapport à des partis politiques qui existent et qu'il ne faut pas dévaluer, c'est ça aussi le problème. Les partis politiques, c'est important dans la démocratie représentative. Il y a cette démarche-là de jeunes qui tout d'un coup surgissent et qui sont du coup suspectés de faire un casse. Par rapport aux partis traditionnels. Dominique Méda. Oui, deux points. L'idée, c'était de montrer qu'il n'y avait pas deux gauches irréconciliables, c'est ce qu'on entend partout. Mais maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez les différents programmes des différents courants, ces programmes sont extrêmement proches. Quasiment, il y a des toutes petites différences. Donc c'était bien ça. La deuxième idée, qui va dans le même sens, c'était de constituer une équipe. C'est-à-dire, non pas sur la base de ce socle programmatique de choisir une personne, mais de construire une équipe. Vous allez développer cela dans une vingtaine de minutes. Dominique Méda, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine. On vous doit notamment Une autre voie est possible vers un modèle social écologique. C'est en poche champ actuel. Rémi Lefebvre, les mots des partis aux presses universitaires du Midi. On vous retrouve donc pour continuer d'évoquer cette primaire populaire et voir ce sur quoi elle peut ouvrir. On y revient de toute façon très largement dans le journal car il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous poursuivons, nous évoquons cette primaire populaire en compagnie de nos deux invités, Rémi Lefebvre, politiste, professeur à l'université de Lille et à Sciences Po Lille. On vous doit les mots des partis aux presses universitaires du Midi. Dominique Méda, professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine. Vous avez été présente au tout début de l'aventure de la primaire populaire et vous publiez notamment en poche Une autre voie est possible. C'est chez Champ Actuel. Dominique Méda, il y a beaucoup de commentaires sur ce scrutin majoritaire avec des mentions très bien, bien, assez bien, passable. Il faut que vous nous expliquiez quelle est la logique de cela, à quoi ça sert. Alors l'idée, c'était qu'en plus de cette innovation, s'appuyer sur les textes issus des mouvements sociaux, etc., il y allait avoir un nouveau mode de scrutin qui n'était pas le vote traditionnel, mais qui était donc le jugement majoritaire, permettant d'estimer ou de donner son sentiment sur chacun des candidats. L'idée, c'est d'éviter le vote utile et d'éviter que l'on considère que la personne pour laquelle on a voté, c'est vraiment celle à laquelle on adhérait, si vous voulez. L'idée, c'est qu'on va, pour chacune des personnes, dire si elle nous plaît ou si nous adhérons à sa vision, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et ça donne ces résultats. Alors, c'est pas très comment dirais-je, les expressions ne sont pas très agréables. Mention très bien, mention passable, ça serait peut-être à revoir. En revanche, cette idée de juger chacun me semble très, très intéressante. Et elle doit permettre normalement de choisir la personne qui a obtenu le plus de mentions et donc qui fait le plus consensus. Et Rémi Lefebvre, qu'est-ce que ça change par rapport à un scrutin classique, puisque finalement, on aboutit à un vainqueur, comme à l'ordinaire. Là, en l'occurrence, c'est Christiane Taubira. Si le scrutin avait été autre, qu'est-ce que cela aurait changé ? Si, ça change dans déjà la manière dont les participants se sont exprimés. C'est-à-dire qu'ils ont pu exprimer autre chose qu'un simple vote sur un nom. C'est-à-dire que ça enrichit en fait le jugement des électeurs. Alors après, c'est vrai que le problème, c'est la présentation qui a été adoptée. Bon, là, on touche un peu la limite de la primaire populaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert en allant sur le site ce type de vote.
Et effectivement, les promoteurs de la primaire populaire ont peu mis en avant cette innovation, je veux dire, dans les médias, parce que c'était déjà pas simple à comprendre le principe de la primaire populaire. Alors en plus, aller raconter qu'on allait voter comme ça, bon, il y a un problème d'acculturation, hein, c'est quand même une innovation démocratique, mais je pense que et là encore, c'est un des aspects positifs. J'ai pas que des aspects positifs à faire sur la primaire populaire, parce que bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a le problème des partis, moi, qui m'intéresse, mais c'est vrai que ça, c'est l'avantage de la primaire populaire. Enfin, sa plus-value démocratique, c'est d'avoir injecté et mis en circulation ce vote au jugement majoritaire, qui est alors promu depuis maintenant plusieurs années, et qui, à mon avis, est l'avenir de la démocratie représentative aussi. C'est-à-dire cette idée que, finalement, aujourd'hui, cette démocratie représentative qui est polluée par les votes stratèges, les votes utiles, qui a tendance à polariser, il faut considérer que voter, c'est pas simplement choisir une personne, mais c'est aussi avoir un vote plus complexe, c'est exprimer une opinion de manière peut-être plus sophistiquée. Alors, l'effet quand même de ce principe, c'est que, évidemment, on va peut-être pas rentrer dans le détail, parce que du coup, en fait, vous avez des gradients, en fait, avec 5 mentions, mais effectivement, les candidats, comme Frédéric Seyss l'a dit dans son éditorial, qui clivent ont moins de chances finalement de réussir, hein, parce qu'ils ont un orange passable qui est plus important, et du coup un des effets qu'il faut quand même avoir à l'esprit de cette modalité de vote, c'est de plutôt favoriser les candidats centristes, c'est-à-dire modérés, c'est-à-dire ceux qui ont peut-être le moins, qui suscitent le moins de rejet. Bon, c'est un des effets pervers, mais tout principe de vote a des avantages et des inconvénients. Dominique Méda. Oui, je voulais juste réagir sur un point qu'évoque Rémi Lefebvre. Il dit c'était compliqué, on aurait peut-être dû mieux expliquer, etc. Je voudrais généraliser un peu ça. Moi, ce qui me frappe dans toute cette affaire, dont je vous ai dit qu'il a commencé il y a 1 an, c'est que personne n'a parlé de la primaire populaire. Personne n'en a parlé pendant des mois et des mois et des mois. Je veux parler des journalistes. C'est-à-dire qu'on aurait pu, dès que tout ça a démarré, par exemple au moment où on produit le socle commun, donc le 4 mai, on aurait pu espérer qu'un certain nombre de journaux, de médias s'intéressent à ce socle commun, viennent discuter, raconter ce que c'est que la primaire populaire et permettent à ces instigateurs de le présenter. Personne n'en a parlé. C'est ça aussi qui m'a beaucoup frappé dans toute cette histoire, c'est presque le caractère légitimiste des journalistes, comme si, parce que quand on leur dit mais pourquoi vous parlez pas pourquoi vous racontez pas ce qu'on fait, ils nous disaient ça n'intéresse pas les partis. Donc comme si les journalistes s'interdisaient d'aller commenter une initiative simplement parce que les partis n'en voulaient pas. Vous voyez, ça c'est très curieux parce que ce que l'on peut aussi constater, Dominique Méda, c'est que les journalistes, comme vous dites, ont commencé à s'intéresser à la chose dès qu'il y a eu une incarnation, une personne plus connue que les autres, autrement dit Christiane Taubira. Alors peut-être avant même avec Anne Hidalgo. C'est ça. C'est Anne Hidalgo. On a commencé à en parler avec Anne Hidalgo. Oui, mais c'est pas normal. Je veux dire, normal. Alors je sais que disant ça, je vais mettre toute la profession à dos. Je m'en excuse, mais c'est vraiment, non, mais c'est vraiment extrêmement dommage qu'une initiative aussi intéressante n'ait pas reçu beaucoup plus d'expressions, de commentaires, que les journalistes n'aient pas expliqué tout ça. Ça aurait été passionnant. Alors, là, on touche, je suis d'accord avec Dominique, mais pas non plus complètement. C'est-à-dire que le problème, c'est comment on peut mesurer la représentativité de ce type de démarche. C'est vraiment une question essentielle. Aujourd'hui, il y a un conflit de légitimité entre des partis politiques, effectivement, qui appartiennent au système institutionnel et qui peuvent susciter une forme de légitimisme, mais un peu justifié dans la mesure où ils sont là, alors ils n'ont pas beaucoup de militants, mais ils ont une légitimité idéologique qu'ils cherchent à défendre. Et puis effectivement cette démarche, alors effectivement qui a été prise avec un peu de condescendance et de mépris à la fois par les acteurs politiques et certains journalistes, mais en même temps qui n'a pas suscité au départ un engouement considérable. C'est-à-dire que évidemment, personne. Oui, alors, est-ce que c'est l'effet de. Mais moi, j'étais sidérée du nombre de personnes, y compris dans mon entourage, qui ne connaissaient
connaissaient pas cette chose-là. Oui. Et qui, lorsqu'on leur expliquait un peu, Oui, mais disaient, alors, du coup- waouh, c'est hyper intéressant, on voudrait en savoir plus. Oui, mais- C'est ça, je trouve que du coup, l'idée était pipée. On aurait eu une information sur ce que c'était que cette chose-là. Je pense d'abord qu'on aurait eu beaucoup plus d'adhérents, enfin de citoyens voulant voter. Et donc, Mais voilà. ça a eu du mal quand même à décoller, c'est-à-dire que Mais oui. ils ont quand même, faut quand même rappeler que ce mouvement a un gros budget, plus de 15 salariés, ils ont levé plus d'1 million d'euros, donc ils ont des moyens. On peut aussi s'étonner finalement que des électeurs qu'on présente comme très unitaires, plus unitaires que les appareils, qui sont des électeurs politisés, ne se soient pas plus saisis plus tôt de cette initiative. Voilà. Alors, Parce que peut-être parce que si on c'était pas continue, médiatisé. si on continue toujours dans les différentes polémiques qui ont eu lieu pendant effectivement le lancement de cette primaire populaire, il y a des interrogations sur les organisateurs, sur éventuellement le fait qu'ils auraient roulé pour tel ou tel. Tout cela a brouillé une fois de plus les cartes. Non, mais c'est vrai. Mais alors là, pour le coup, je suis aussi témoin du fait que ce mouvement ne roulait pour personne. Que chacun avait sans doute ses préférences, et encore, la plupart voulaient une personne et l'unité. Et donc, alors là, franchement, et si vous voulez, ce qu'on nous reprochait au début quand même, c'était en gros que nos textes étaient trop proches de l'extrême gauche, que tout ça était en fait pro-Mélenchon, pour le dire rapidement, et donc que les sociodémocrates ne voudraient pas venir, etc. Enfin, on a tout entendu. Mais je reviens vraiment sur ce point. Il y a eu un cercle vicieux. Complètement vicieux entre le fait que non mais ce mouvement n'était pas. Ça aurait changé. Alors, imaginons. Ça aurait tout changé. Pourquoi? Eh Parce bien, que dans ce cas-là, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon... Non, ça aurait tout changé parce que ce mouvement étant connu, je pense que plus de citoyens seraient venus s'inscrire sur la plateforme, qu'on aurait sans doute atteint ce qui était l'ambition à 1 ou 2 millions de citoyens. Et là, je pense que les partis se seraient beaucoup plus intéressés à la chose et peut-être que ça aurait poussé à la discussion. Parce que tant qu'il y avait peu de monde, les partis se disaient... 500 000 personnes, ça n'est pas non plus... mais oui, mais les si on 500 000 ramène ça aux 21 000 adhérents au Parti Mais socialiste... Guillaume Erner, les 500 000, ils sont arrivés dans les tout derniers jours. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que s'il y a des mois, en mai, on avait vraiment mis sur la table tout cela, je suis convaincue qu'il en aurait été autrement. Rémi Lefebvre, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que donc il n'y a pas de parti créé, j'imagine que ça n'est pas le but. Il va falloir trouver les 500 signatures, il va falloir trouver également un budget. Alors attendez, maintenant Christiane Taubira va reprendre la main. Alors elle va avoir le soutien de la primaire populaire, dont le principe de la primaire populaire, c'est aussi se mettre au service en fait du candidat qui a été désigné. Donc les moyens dont dispose la primaire populaire vont être mis au service de ce candidat. Même si Dominique Méda l'a dit, l'idée que la primaire populaire a été créée pour Christiane Taubira, ça c'est une construction enfin c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Après Christiane Taubira, elle a vu qu'il y avait ça, elle avait besoin effectivement d'une rampe de lancement, elle s'est saisie de cette opportunité, mais on aurait pu dire aussi que par exemple Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon auraient pu avoir intérêt. Bon, mais on ça n'est pas ce qui s'est produit. Christiane Taubira aujourd'hui, elle a des réseaux. Elle a besoin des 500 signatures. Elle a un réseau de 100 000 à peu près militants assez jeunes. Elle a des réseaux d'élus, la Christian Paul, qui est un ancien député frondeur qui est à son service, Daniel Goldberg. Elle a des maires, Benoît Payan, maire socialiste de Marseille, qui lui a apporté son soutien. Elle espère très clairement, on l'a vu dans son discours hier, qui était un appel en fait aux élus et aux militants socialistes, plus appuyé peut-être que que les membres des autres formations politiques. Bon, elle espère que les appels de soutien vont se multiplier et elle espère, elle a une bataille évidemment du côté d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que l'objectif à court terme de Christiane Taubira, c'est que Anne Hidalgo soit débranchée parce qu'ils sont à peu près sur le même segment électoral et elle sait très très bien que sa capacité à monter dans les sondages dépendrait d'une éventuelle défection d'Anne Hidalgo. Mais concrètement, là, elle va mener maintenant une campagne assez classique. Elle doit avoir ses 500 signatures, elle doit financer une campagne, ça coûte très cher. Le financement, il ne peut pas venir d'un parti, parce qu'il n'y en a pas. Non, mais il peut venir. Il peut venir, mais Emmanuel Macron a trouvé des financements alors qu'il avait tout juste créé un parti. Christiane Taubira, alors je ne sais pas juridiquement comment ils vont faire. Elle a moins de temps qu'Emmanuel Macron. Elle a le soutien du Parti radical. Alors c'est vrai que c'est très tardif. Frédéric Sess l'a dit dans son édito. Bon, là, se lancer dans une campagne,
dire, la primaire Valls-Hamon à peu près arrivée à la même période, mais il y avait le PS derrière qui comptait encore beaucoup de soutien. Là, Christiane Taubira, elle doit réussir la prouesse à la fois de s'affirmer, parce que son leadership à gauche est encore très fragile, d'essayer de capitaliser sur la légitimité un peu aussi fragile donnée par la primaire populaire, et puis d'organiser une campagne, parce que logistiquement, c'est très très lourd une campagne. Hein. Elle a commencé des déplacements, mais ça demande beaucoup de moyens. Et donc effectivement, c'est pas gagné du tout. Hein. Ça va être très très compliqué. Et du coup aussi, cette question en fait de l'offre à gauche va continuer. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant pour la gauche, parce que le problème aujourd'hui de la gauche, c'est que le débat s'est considérablement droitisé, et en fait, sa capacité à la gauche à être audible dans ce contexte idéologique déjà très défavorable, elle est entravée par le fait que le bruit qu'on entend, le bruit médiatique, c'est le bruit de la désunion. On n'entend que ça. Hein. On ne parle que de ça, et du coup, ça ne favorise pas effectivement eh bien, le fait que la gauche, hein, c'est quand même l'objectif d'une campagne, c'est de produire des propositions et d'essayer de convaincre le grand public de voter sur la base de ces propositions. Alors justement, là aussi, parmi les critiques qui ont été adressées à cette primaire, il y a aussi une interrogation. Pourquoi Fabien Roussel n'était-il pas intégré parmi les candidats potentiels? Alors certains ont interprété ça comme étant le signe que Fabien Roussel était trop laïque par rapport à ce que les organisateurs de la primaire auraient voulu qu'il soit. Une autre forme de laïcité eût été préférable. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les différentes théories de la laïcité. Vous froncez les sourcils, Dominique Méda. Non, mais... Écoutez, vous n'êtes pas responsable de ce choix, mais si vous avez des lumières... Mais oui, non, mais tout à fait. Là encore, je peux expliquer. C'est que les personnes qui ont été proposées comme candidats potentiels pour la primaire populaire ont été également, comment dirais-je, amenées par les citoyens. C'était aux citoyens d'indiquer un certain nombre de personnes qu'ils souhaitaient... Alors, personne ne voulait parrainer le candidat communiste. En effet, il n'a pas eu assez de parrainage. Mais alors à ce moment-là, pourquoi François Ruffin, qui était en tête, je crois, des parrainages avec Christiane Taubira, finalement... alors, bon, on pourrait dire qu'il n'a pas été candidat parce que lui-même n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Mais à ce stade du parrainage, c'était quand même assez intéressant de voir les décalages entre l'offre qui était amenée par la primaire populaire et finalement l'état des candidatures. Ouais, mais c'est vraiment pas... Non, mais c'est ça que je trouve quand même super intéressant. C'est parti du bas. Dans tous les cas, c'est parti du bas. C'est parti du bas pour la construction de programmatique. C'est parti du bas pour proposer des candidats. Donc, par exemple, Gaël Giraud s'est retrouvé parmi les candidats plébiscités et proposés. Donc, c'est vrai que c'était une mécanique un peu complexe. D'abord, les citoyens disaient « Ah, j'ai envie que machine ou machin soit parmi les candidats potentiels. » Et ensuite, les citoyens votaient sur chacun de manière à ce qu'on retienne les 10 plus les 5 hommes et les 5 femmes qui avaient obtenu plus de suffrages. Mais vous voyez, ça part de la base, quoi. Et je voulais encore dire 2 mots, peut-être. Premièrement, que 460 000 inscrits, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est-à-dire, il y a une réserve d'énergie là quand même, avec 84% des gens qui ont voté. C'est très important. Il y a quelque chose. Christiane Taubira, elle a signé un contrat de rassemblement. Moi, j'espère... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle s'engage à travailler avec les autres candidats, à tenter de former une équipe. Les autres candidats avec Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, les autres. Non, mais d'accord, qui ont dit non. Ok, donc elle a dit qu'elle les appellerait. Moi, je pense en effet que appeler, ça ne suffit pas. Mais moi, je dois dire que j'espère qu'il va se passer quelque chose, c'est-à-dire la constitution, par exemple, d'une équipe. On ne sait pas. Voilà, j'espère un petit miracle, en fait. Et enfin, quand Rémi Lefebvre disait le débat est occupé, en effet, l'espace public est occupé par la droite et les propositions de droite. Là aussi, la primaire populaire avait un rôle à jouer. C'est-à-dire si on avait eu ce socle et des débats publics autour de ce socle, donc si tous les candidats étaient venus pour s'exprimer, on aurait pu, les grandes questions de la gauche et de l'écologie auraient pu occuper beaucoup plus l'espace public qu'aujourd'hui. Rémi Lefebvre. Oui,
bon, on voit bien que l'expérience a quand même été assez peu délibérative. C'est aussi peut-être un des défauts de la primaire populaire, c'est que finalement, il y a eu ce socle commun, mais il n'y a pas eu de débat entre les candidats. Alors, on pourrait dire, mais ils n'étaient pas candidats. Bon, voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est un processus intéressant, mais c'est un processus qui, à partir du moment où il n'a pas suscité l'adhésion des candidats, on est dans quelque chose qui reste assez baroque, assez bizarroïde, qui reste hybride. Et donc, pour moi, c'est une expérience qui va à la fois faire date, parce que ça témoigne de ce qu'on a appelé, Guillaume Gourgue, dans notre papier dans AOC, une citoyennisation de la démocratie représentative. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, le jeu des partis est troublé par des acteurs qui, en fait, amènent quelque chose. Et je pense qu'à terme, la reconstruction de la gauche devra prendre en compte cette question-là. Moi, je crois à la nécessité des partis politiques, mais des partis politiques réinventés, modernisés, et puis surtout, trouver de nouveaux liens, en fait, avec cette société civile de gauche qui est très active, qui est régénératrice, mais en même temps trouver aussi moi je crois aussi aux partis politiques, c'est-à-dire je pense que tant que la démocratie sera représentative, on a besoin de partis politiques, on a besoin aussi d'une légitimité idéologique, et là le problème c'est qu'on a en fait des partis à la fois très faibles et en fait une société civile balbutiante, encore à la légitimité encore fragile, et donc on est dans un espèce d'entre-deux, et tout qui fait que rien n'est satisfaisant, et qu'on se retrouve, et je le répète quand même là, début février, dans cette situation où l'offre politique à gauche n'apparaît pas encore stabilisée. Bon, voilà, et donc d'un certain point de vue, j'entends aussi et je comprends le point de vue de Jadot et Mélenchon qui disent nous, on essaie de tracer notre route. Nous, justement, dans ce contexte où on n'entend que le bruit de la division, on essaie de développer notre programme, de convaincre. Parce qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé. C'est aussi la question de la sociologie des électeurs. Quand même, les gens qui ont participé à la primaire populaire, ils sont un peu à l'image des organisateurs. On n'a pas d'enquête, mais c'est quand même essentiellement des milieux diplômés urbains. Et aujourd'hui, la question de la primaire populaire, elle laisse de côté la question des milieux populaires. La question des milieux populaires, pour le coup. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu que les milieux populaires ont participé à cette démarche. Et c'est vrai aussi qu'elle témoigne d'une forme d'entre-soi sociologique de la gauche qui est aussi un problème. C'est vrai qu'on élargit au-delà évidemment des adhérents des partis, mais on retombe aussi dans la sociologie des primaires qui est toujours à peu près la même. Et aujourd'hui, effectivement, l'enjeu pour la gauche, c'est aussi d'aller chercher les abstentionnistes, d'aller chercher les milieux populaires qui sont très éloignés de cette politique et qui trouvent que finalement c'est très intello, je vais un peu vite, cette démarche. Oui. Alors, Dominique Méda. non, mais là encore, pardon, je reviens toujours avec ma petite marotte, mais allez regarder les soutiens, les 150 soutiens de la primaire populaire. Il y a là des représentants des Gilets jaunes, il y a une personne qui a fait la grève à l'hôtel Ibis Batignolles. Bon, je ne dis pas que c'est la majorité. Et en plus, on n'est pas obligé d'être soi-même issu des classes populaires pour faire les programmes. Mais le programme, il est très tourné vers les classes populaires. Non, mais et vers... et vers la prise en compte, toute la question des salaires, etc. Mais ce que je voulais Vous voulez dire dans ce type donc, de registre, Dominique Méda, que c'est un programme qui est plus représentatif que ne le serait le programme des partis de gauche dits traditionnels ? Alors, à voir, mais c'est vraiment un programme de rupture en matière écologique comme en matière sociale, oui, c'est-à-dire je trouve qu'il va assez loin. Et simplement pour rebondir, ça n'est pas du tout la primaire populaire un mouvement anti-parti. Mais pas du tout. C'est un mouvement qui voulait faire pression sur les partis pour que les candidats se rassemblent. Et vous parliez de recomposition. Je pense qu'en effet, là, ça fait partie dans le paysage de tous les éléments qui doivent permettre une recomposition. Recomposition qui aurait dû s'engager beaucoup plus tôt. Mais beaucoup plus tôt. Et la primaire populaire, c'était aussi un formidable instrument pour engager la recomposition. Mais du coup, c'est un instrument de confusion. Enfin, finalement, au bout du compte, même si moi je salue plein de choses dans cette démarche qui sont tout à fait intéressantes, mais ça ajoute de la confusion à la division. Malgré tout, quand même, c'est le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une candidate de plus qui n'a pas renoncé à prendre langue encore avec les autres candidats qui, à mon avis, vont lui adresser très vite une fin de non-recevoir. Et donc, on va à nouveau avoir maintenant
une autre primaire qui va continuer, c'est la primaire par les sondages. Bien sûr. Parce que c'est ça, en fait, qui va se passer. Hein. C'est-à-dire que là, on va... Sachant que cette primaire a d'ores et déjà été bien souvent interprétée comme un sondage, Rémi Lefebvre. Oui, alors c'est plus qu'un sondage quand même, hein, parce que là, il fallait un sondage, on s'inscrit pas volontairement. Là, on s'inscrit volontairement. Il y a malgré tout un socle Il y programmatique. avait des candidats qui n'étaient pas volontaires. Oui, c'est une forme hybride en fait. C'est pas complètement un sondage, c'est pas complètement une primaire au sens où on l'entendait habituellement. Bon, mais en tout cas là, on est toujours sur des candidats qui ont à peine 25% de potentiel électoral mis bout à bout, ce qui est quand même très très faible historiquement pour la gauche. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce qu'un candidat comme Mélenchon l'avait fait en 2017 va à un moment donné capter le vote utile? Moi, je crains aujourd'hui qu'il y ait une telle désespérance à gauche que l'hypothèse de la démobilisation aujourd'hui soit une hypothèse peut-être plus crédible que celle du vote utile. Compte tenu du fait, on voit, en fait, à part Jean-Luc Mélenchon, mais qui se détache pas vraiment, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de candidat qui paraît capable d'entraîner. Et là, on voit bien à quel point la situation de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de colonne vertébrale. Ce qui structurait quand même la gauche pendant longtemps, c'était le PS qui avait cette capacité à rassembler. Aujourd'hui, on a des appareils qui souvent cherchent à enjamber le scrutin présidentiel et qui sont là, malheureusement, pour la gauche, pour d'autres objectifs que l'élection présidentielle elle-même, alors qu'on est dans un climat politique d'hyperdroitisation qui devrait, de fait, amener un rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Dominique Méda, maintenant que donc ce candidat, en l'occurrence une candidate à la primaire populaire, a été désigné, donc la plateforme programmatique, elle est là. Il devrait y avoir normalement une union des autres candidats à cette primaire. Bon, à ceci près que l'une d'entre elles, Anna Agueb-Porterie, a déjà annoncé qu'elle soutiendrait Jean-Luc Mélenchon, mais en dehors de cela, on ne sait pas ce que feront les autres candidats à la primaire populaire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que tout cela, moi, me donne un sentiment un peu ambivalent. J'ai à la fois parlé d'échecs par rapport aux ambitions principale, originelle de la primaire populaire, mais aussi une forme d'espoir, parce que je pense que tout ça ne peut que mener à une recomposition. À des discussions, je le redis, qui auraient dû avoir lieu beaucoup plus tôt. Et bon, j'ai l'espoir que dans les 15 jours, Christiane Taubira, puisqu'elle a quand même une rhétorique particulière, saura peut-être nous sortir quelque chose. Merci Dominique Méda. Une autre voie est possible, c'est le livre que vous avez publié avec Éric Heyer et Pascal Loquiec, et il est publié en Champ Actuel. Merci Rémi Lefebvre. Les mots des partis, c'est aux presses universitaires du Midi.